Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, je suis Pascal Ronzon et nous allons démarrer dans quelques instants. Bienvenue à toutes et tous. Nous allons démarrer d'ici quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne dans la salle. Il y a du monde, donc bonjour à toutes et tous. Je vais démarrer à 11h01. Eh bien, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire relatif à la prévoyance collective. Je suis accompagné de Claire Dupont, responsable des agences de Lille-Reims et qui sera modératrice de ce webinaire tout au long de notre heure ensemble. C'est Claire qui répondra également à l'ensemble de vos questions relatives à notre thématique, donc tout savoir sur le maintien de salaire, et elle vous répondra donc dans le chat. Nous allons donc démarrer et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour que le webinaire se déroule bien, d'abord quelques règles avant de démarrer. Je vous invite à que les micros et vidéos sont désactivés de votre côté afin de laisser la bande passante bien fonctionner. Vous pouvez vous poser toutes les questions sur la thématique par messagerie instantanée. Nous y répondrons donc de deux manières claires tout au long du webinaire en tant que modératrice et moi-même. Donc, je laisserai un temps aux questions-réponses entre chacune des parties. Et puis, nous prendrons également du temps à la fin du webinaire, le cas échéant. Si la présentation projetée ne fonctionne pas, vous pourrez y accéder via un lien intégré dans le chat. Donc, l'assistance technique mettra à votre disposition le lien. Je vous propose, avant de démarrer, de faire connaissance très rapidement. D'abord, qui je suis. Je suis donc Pascal Ronzon, je suis expert en protection sociale, je suis expert en gestion des politiques de santé. J'anime des webinaires, j'anime des podcasts et je suis enseignant. Qui est le groupe Apicil? Le groupe Apicil est un groupe de protection sociale. C'est le troisième intervenant en France. C'est un groupe à taille humaine dont la gouvernance est paritaire, c'est-à-dire un groupe sans but lucratif. Nous développons auprès des entreprises toutes les solutions de prévoyance, de frais de santé, d'épargne, de retraite. Et nous sommes un groupe autonome et indépendant dont la marge de solvabilité est largement supérieure aux normes réglementaires, ce qui fait de nous un groupe solide financièrement. Notre thématique de ce matin nous amène à réfléchir autour de tout savoir sur le maintien de salaire. Je vous propose de regarder ensemble la thématique traitée en 4 parties.
le schéma indemnitaire de l'arrêt de travail dans une première partie. Une seconde partie, l'indemnisation, sécurité sociale et ses particularités. Une troisième partie, la prévoyance complémentaire et avec les spécificités de la mensualisation. Et puis, pour terminer, dans la dernière partie, la fiscalité, fiscalité des cotisations, fiscalité de la prestation. Et puis, pour aller plus loin, nous aurons la possibilité que je vous diffuse un code barre qui vous permettra de prendre directement rendez-vous avec nous pour qu'on puisse poursuivre nos échanges. Eh bien, sans transition, je vous propose que l'on démarre par la première partie. Cette première partie, c'est d'abord une partie qui va me permettre de développer un contexte général, le schéma indemnitaire de l'arrêt de travail. Posons le cadre ici de l'indemnisation d'un arrêt de travail. Quelles sont les obligations des employeurs en matière de protection sociale? D'abord, définissons la protection sociale pour le sujet qui nous rassemble ce matin. La protection sociale, c'est la prévoyance et c'est la couverture frais de santé au sens large. Et dans la prévoyance, si je prends le cadre de la loi Evin de 1989, qui a défini ce qu'on entendait par prévoyance complémentaire, ce sont les garanties décès, incapacité de travail et invalidité. Voilà, il n'y a que ces trois garanties-là, il n'y a pas d'autres garanties. La dépendance, par exemple, ne fait pas partie de la définition donnée donc dans le cadre de la loi Evin. Quelles sont les obligations employeurs? Il y a 4 obligations employeurs. Je vais commencer par celle du bas, la généralisation de la complémentaire santé depuis 2016, la mensualisation, c'est-à-dire la loi de 1978 et ces décrets qui ont aménagé et amélioré ces droits, c'est le maintien de salaire, tout simplement, dû par l'employeur auprès du salarié. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, les deux obligations du haut, ici, dans ce carré, la prévoyance des cadres, c'est-à-dire le 1,50 tranche A pour la prévoyance, convention collective de 1947, complétée de l'accord national interprofessionnel de 2017, et puis le respect des dispositifs des conventions collectives applicables le cas échéant. De manière transverse, la portabilité, conditionnée au temps de présence et d'ancienneté acquise du salarié, et avec un 12 mois maximum d'ancienneté, sauf là aussi dispositif conventionnel, et puis la loi Evin, notamment la loi Evin applicable sur les contrats de santé, mais aussi en prévoyance. La particularité des obligations employeurs, c'est que sur les deux carreaux du bas, ce sont des obligations légales réglementaires, alors que les deux carreaux du haut sont des obligations légales de nature conventionnelle. C'est-à-dire que la nature du texte est différente. Donc, les deux carreaux du bas, eh bien, c'est une loi. Les deux carreaux du haut, c'est un texte conventionnel, c'est-à-dire un accord. Un accord n'étant pas une loi, il va s'appliquer qu'à des entreprises, soit de nature professionnelle, soit en interprofessionnel pour la prévoyance des cadres. Et donc, c'est une petite subtilité puisque, en fonction des secteurs d'activité, lorsqu'on parle de maintien de salaire, eh bien, les choses vont différer d'un secteur à l'autre en matière de prévoyance. Regardons tout de suite un schéma de nature générale, un schéma indemnitaire de l'arrêt de travail. Qu'est-ce que l'on voit sur ce schéma? On voit plusieurs choses. On voit une zone en grise, indemnité journalière versée par la sécurité sociale. C'est votre socle de base, le socle de base, donc sans condition d'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il y a un délai de carence, notamment en termes de maladie ou d'arrêt de travail pour cause d'accident de la vie privée. Il n'y a pas de délai de carence si c'est un accident du travail. La législation accident du travail diffère et elle est plus favorable en matière d'indemnisation pour protéger le revenu de la personne en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. La zone orange, ce sont les droits à la mensualisation du salarié dès qu'il a 1 an d'ancienneté. Alors, ce schéma est un schéma général. En réalité, il tient déjà compte là de particularités puisque dans le maintien de salaire par l'entreprise, ici, entre parenthèses, il est écrit régime conventionnel parce que s'il n'y a pas le régime conventionnel, en général, il y a 7 jours de franchise après 1 an d'ancienneté pour l'employeur. Et puis, vous avez une zone en bleu foncé qui est donc la poursuite du maintien du revenu après les obligations légales réglementaires, qui est la mensualisation, donc la zone orange, pour
permettre aux salariés d'avoir, une couverture financière suite à son absence pour, raison de maladie ou, d'accident. Donc vous avez ici un schéma, de nature générale. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que c'est un schéma tripartite. Vous avez 3 intervenants, la sécurité sociale, l'employeur et le contrat de prévoyance complémentaire, le cas échéant. On va regarder quelque chose d'un petit peu plus, compliqué, qui est plutôt un schéma classique de qu'est-ce qui se passe réellement. Tout à l'heure, là, dans la diapo précédente, c'était un schéma, on va dire général. Là, c'est un schéma classique. Prenons une situation. Prenons une situation de quelqu'un qui est en arrêt, 90 jours et pour lequel l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance, avec, une promesse contractuelle de 80 de maintien du revenu, tranche A, tranche B, avec une franchise fixe à 10 jours. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit que, la sécurité sociale, elle est toujours en zone grise. Elle intervient après le 3 jours de franchise et pendant la durée de l'arrêt, ici sur 90 jours. On voit en fait que le contrat de prévoyance qui est en vert va, venir couvrir une part de la mensualisation qui est due par l'employeur puisque vient se chevaucher sur la zone qui aurait dû être jaune. Puisque la part de la mensualisation couvre 2 périodes distinctes pour quelqu'un qui donc, va être arrêté 90 jours. Une première part, si je prends là un exemple avec, une mensualisation de nature légale. Donc, une première période qui va être indemnisée à 90% et puis une deuxième période qui va être indemnisée à 66,66%. Et là, donc, le contrat d'assurance va venir couvrir une grande partie de la mensualisation. Cependant, le contrat de prévoyance ne couvre pas toutes les obligations mensualisation et donc vous avez une part jaune, qui est la part supplémentaire que l'entreprise devra verser à son salarié au titre de son arrêt de travail ici pour 90 jours. J'attire l'attention que sur un contrat de prévoyance, la plupart des contrats de prévoyance, lorsqu'ils appliquent une franchise fixe, ne distinguent pas la nature de l'arrêt de travail. Donc ici, vous avez une articulation, une vraie articulation par le fait que le contrat souscrit est un contrat avec une franchise fixe courte. Les conventions collectives, certaines, améliorent l'indemnisation de l'arrêt de travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les conventions collectives peuvent venir aménager la loi de mensualisation et mieux couvrir donc les obligations employeurs en créant des droits complémentaires et supplémentaires pour le salarié. Ici, j'ai mis l'exemple de 3 conventions collectives cadre ou non cadre. Prenons la convention collective de 1966, ce sont les établissements d'accueil de personnes âgées. Ici, donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que sur la première période, dès que le salarié a 3 ans d'ancienneté, ce sont des exemples que je prends de manière aléatoire, 100% du salaire net pendant 3 ans. Donc, on dépasse très largement la notion du cadre légal où, quand j'ai 3 ans d'ancienneté, ma première période, elle dure que 30 jours. D'accord? À 90%. Donc ici, cette convention collective améliore donc le montant de la prestation qui sera versée par l'employeur. Regardons sur l'esthétique, donc tous ces salons d'accueil, qu'est-ce que l'on voit? On voit que en fait, c'est 90% du salaire brut pendant 30 jours, mais c'est après 80% sur la deuxième période. Ici, en esthétique, il n'y a pas d'aménagement sur la première période. En revanche, la deuxième période est améliorée. Au lieu d'être à 66,66, on est à 80%. Prenons un troisième exemple sur le transport. Eh bien, sur le transport, on est à 100% du salaire net du 6e au 40e jour. Donc, vous voyez, à 3 ans d'ancienneté, on devrait être sur 30 jours. Eh bien, là, on est sur 40 jours. Donc, qu'est-ce que je veux dire à travers ces exemples? C'est que les conventions collectives, et chacune propre au secteur qu'elles représentent, aménagent les franchises, donc les améliorent, peuvent améliorer également le montant qui sera versé et peut modifier la durée également d'intervention et prévoir des périodes plus longues. Donc, c'est cela complexifie le schéma indemnitaire puisque donc en fonction de secteur d'activité dans lequel vous travaillez, eh bien, il y aura éventuellement à tenir compte des aménagements de nature conventionnelle.
Pour, terminer, cette, 1re, séquence et cette première partie, regardons donc, quelques points clés, liés à ce contexte général de l'indemnisation, donc d'un arrêt de travail. Le schéma indemnitaire de l'arrêt de travail donc peut comporter 3 parties comme je l'ai évoqué avec mes schémas, mais peut comporter uniquement 2 parties. En effet, la mensualisation peut être totalement couverte dans un dispositif, conventionnel, donc ça dépend bien des situations dans lesquelles vous êtes en fonction du secteur d'activité. La deuxième chose en point clé, relatif au contexte général, c'est que la notion d'ancienneté du salarié dans l'entreprise influence la durée de l'indemnisation de l'employeur, de manière évidente, et je reviendrai sur ce point-là. Troisième point, certaines conventions collectives améliorent l'indemnisation de l'arrêt de travail. On l'a vu avec les 3 exemples. Il y en a d'autres, hein. Bon, j'aurais pu prendre les architectes, j'aurais pu prendre les crèches, j'aurais pu prendre d'autres conventions collectives. L'indemnisation de l'arrêt de travail est donc spécifique en matière donc en fonction des secteurs d'activité. Les franchises peuvent être modifiées, le montant à payer peut être supérieur, on l'a vu avec les exemples que je vous ai présentés. L'assurance prévoyance peut prévoir la couverture d'une partie des charges patronales. J'y reviendrai dans la troisième partie, puisque c'est une des particularités du contrat de prévoyance. Et puis la mensualisation en tant que telle, eh bien, c'est l'obligation de maintien donc du salaire. Elle est à la charge exclusive de l'employeur. Alors, cet élément-là est important puisque dans la troisième partie, j'aurai l'occasion d'y revenir, puisque quand l'entreprise souscrit un contrat de prévoyance avec une franchise courte, va se poser la problématique de la répartition de la cotisation, puisque la partie liée à la mensualisation ne peut pas être payée par le salarié. Eh ben, écoutez, je viens de brosser donc, en 15 minutes, à cette première partie relative donc, au contexte général et à la présentation en fait du schéma indemnitaire du maintien de salaire dans l'entreprise, qui est un schéma donc, tripartite. Je laisse place aux questions. Alors, vous pouvez poser toutes les questions. Claire va les regarder, va me les remonter. Ça va prendre quelques dizaines de secondes. Ça va me permettre d'engager le dialogue avec vous. Je réserve donc tout un temps donc, de répondre aux questions de 2 à 3 minutes par séquence pour pouvoir vous permettre de vous exprimer et aussi d'éclairer certaines situations le cas échéant. Une première question nous arrive. Euh, la question posée est la suivante. Le maintien de salaire est-il obligatoire? Eh bien, la réponse est oui. Le maintien de salaire est obligatoire lorsqu'on a une vue employeur. C'est la loi de 1978 et certains décrets ensuite ont complété cette loi. C'est une obligation légale réglementaire. Dès lors que votre salarié a plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, et après une franchise de 7 jours, vous avez l'obligation de lui maintenir le salaire s'il est absent pour raison de maladie ou d'accident. On me demande de revenir sur le schéma d'indemnisation. Alors, je vais laisser Claire me dire si c'est celui-ci ou celui-là. Est-ce que c'est le schéma général ou est-ce que c'est le schéma relatif à un exemple que j'ai pris? Je pense que c'est celui-là. Quelle est la question qui se pose? Donc, on demande de revenir sur cette slide. Donc, un schéma tripartite d'indemnisation. Premier socle, la sécurité sociale, qui lui-même intervient en tant qu'assureur. Un socle obligation employeur qui est en orange et un socle euh, en bleu foncé, qui est donc l'intervention du contrat de prévoyance, ici en relais aux obligations de l'employeur. Alors, il est important que je vous fasse part de la question qui se passe par rapport à ce schéma. On me demande si le contrat d'assurance respecte ou pas la condition d'ancienneté d'1 an. Tout dépend du contrat d'assurance que vous avez souscrit.
Certains contrats d'assurance ne le prévoient pas, certains contrats d'assurance le prévoient. En règle générale, le contrat d'assurance est là pour protéger le salarié, quelle que soit sa condition d'ancienneté. Et en règle générale, pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de la mensualisation, donc qui n'ont pas un an d'ancienneté, vous avez une franchise fixe continue pour le personnel, entre guillemets, non mensualisé, en général 60 jours ou 90 jours, ce qui veut dire qu'après, si l'arrêt de travail est long de cette personne et qu'il ne reprend pas le travail, eh bien, à l'épuisement de la franchise, il y aura intervention du contrat de prévoyance, ce que ne fera pas l'employeur, parce que lui, l'employeur, le Orange, il n'a pas l'obligation de le faire pour ces personnes-là. Donc là, cela veut dire que le carré ici en bleu foncé sera plus long et viendra s'interposer sur le orange et viendra en fait se substituer à l'orange puisque le orange n'existera pas. Je laisse encore une question nous arriver. J'espère que mon explication a été claire. Qu'en est-il des spécificités des accords d'entreprise qui négocient les franchises? Et que devons-nous appliquer? Eh bien, c'est la convention collective qui s'applique. En droit social, vous avez une pyramide dans la hiérarchie des normes et lorsqu'une convention collective améliore des droits, c'est parce que la convention collective est mieux disante que le texte qui le précède. Donc c'est le dernier texte qui a raison, entre guillemets, c'est-à-dire c'est le dernier texte qui est applicable. Donc si la convention collective prévoit un aménagement de franchise et donc des franchises plus courtes ou un montant d'indemnisation plus fort, c'est-à-dire pas 90%, mais 100%, par exemple, vous avez l'obligation d'appliquer le texte conventionnel, dès lors que ce texte conventionnel est étendu, bien évidemment. Je vous propose qu'on regarde la seconde partie, qui est l'indemnisation de la sécurité sociale. Ici, je vous propose d'avoir une vue sous l'angle de la sécurité sociale. Tout d'abord, rappelons le principe de fonctionnement de la sécurité sociale en matière d'indemnisation de l'incapacité de travail. L'incapacité de travail, c'est donc l'absence courte, moyenne ou longue, selon des durées, d'accord, pour raison de maladie ou d'accident. Cette indemnisation de l'incapacité de travail est dite toujours temporaire, hein, puisque la personne donc est amenée à reprendre son travail. Cette slide permet de voir deux choses. D'abord, l'arrêt de travail. L'indemnisation de l'arrêt de travail sera en fonction de la nature de cet arrêt. En effet, il existe plusieurs natures de l'arrêt et cette nature de l'arrêt conditionnera le montant ou la durée du remboursement de la sécurité sociale. On distingue l'arrêt maladie, maladie de la vie privée, de l'accident du travail ou de trajet, qui relève, lui, de la législation accident du travail, maladie professionnelle, et puis les maladies professionnelles en tant que telles, c'est-à-dire l'exposition à un risque de manière répétée et continue. Ça, c'est la première chose. C'est très important puisque la sécurité sociale interviendra toujours de manière plus favorable dans l'indemnisation lorsque le salarié aura été sujet à un accident ou à une maladie de nature professionnelle. La deuxième chose, c'est ce qui est à droite, c'est quelle est la base de la prestation qui sera versée en matière de protection du revenu du salarié absent. Eh bien, c'est le salaire brut du salarié qui est pris en compte. Donc, on indemnise selon le salaire brut. Sauf que pour la sécurité sociale, il y a un plafond à la prestation sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale, c'est le plafond tranche A, c'est-à-dire 1 PMSS, plafond mensuel de la sécurité sociale. Valeur pour 2024, je pense que vous le connaissez, c'est 3 864 € par mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sécurité sociale versera un pourcentage du salaire de la personne dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. L'assureur, éventuellement, le complétera s'il y a un contrat de prévoyance. La sécurité sociale, dans ce schéma-là que je vous indique, n'intervient jamais sur la tranche B. Alors, certains parlent tranche A, tranche B, d'autres parlent tranche 1, tranche 2. La sécurité sociale
intervient que sur la tranche A ou tranche 1 parce que c'est la même chose. En revanche, tranche 2 ou tranche B, la sécurité sociale n'intervient jamais. Regardons maintenant en quoi consiste la garantie arrêt de travail pour la sécurité sociale. La garantie arrêt de travail, à gauche, l'incapacité temporaire de travail, c'est le fait que la personne donc va vous déclarer un arrêt, courte durée, moyenne durée. Cet arrêt peut durer jusqu'à 3 ans. Ça, c'est l'incapacité temporaire de travail. Si la personne est en arrêt, mais dure plus de 3 ans, en fait, c'est soit de l'invalidité, et donc il faut une classification, une notification de la sécurité sociale, soit c'est de l'incapacité permanente, partielle ou totale. C'est donc de l'IPP ou de l'IPT au sens des contrats d'assurance. J'y reviendrai. En général, c'est de nature professionnelle. L'ensemble de ces catégories d'arrêt de travail génèrent donc des indemnités complémentaires. L'incapacité de travail génère de l'indemnité journalière, sécurité sociale, puisqu'on verse en fait une prestation au regard de la journée, on protège la personne par rapport à une absence au vu jour. Pour l'invalidité ou l'incapacité permanente, cela génère des rentes, des pensions. Hein, ça dépend de la terminologie que l'on utilise, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'on verse quelque chose. La particularité de l'invalidité, c'est que c'est un terme. L'invalidité, elle s'arrête au moment de la liquidation des droits à la pension vieillesse, ce qui veut dire qu'en fait, l'invalidité, la pension d'invalidité n'est pas acquise à vie. Ici, sur le bloc de l'incapacité de travail temporaire, regardons la durée d'indemnisation. En réalité, on dit que la durée d'indemnisation dure 3 ans. C'est vrai, c'est pas tout à fait exact. C'est pour cela que je vous présente ce schéma et ce tableau. Lorsqu'on est en indemnité journalière maladie, si je suis bénéficiaire d'ALD, c'est que je suis dans un protocole thérapeutique en ALD avec exonération du ticket modérateur sur les frais de santé, par exemple, eh bien oui, l'indemnisation de l'incapacité de travail dure 3 ans, 1095 jours. En revanche, si je suis en arrêt maladie, mais hors ALD, eh bien, en fait, c'est un compteur, et c'est un compteur de 360 jours par période de 3 ans. Donc, si vous consommez tout votre compteur en 2 ans, qu'est-ce qui se passe la troisième année? Eh bien, la sécurité sociale verse 0. Sauf que si la sécurité sociale verse 0, le contrat de prévoyance complémentaire, qui est toujours un pourcentage sous déduction de l'indemnité journalière, eh bien, il peut ne pas intervenir parce qu'une somme multipliée par 0 donnera toujours 0 au total. Donc ça, c'est très important, c'est que lorsque vous êtes en IJ maladie hors ALD, déjà, donc la sécurité sociale peut être amenée à ne pas verser d'indemnité journalière si vous avez épuisé votre compteur, mais le contrat de prévoyance, s'il lie le sort de son versement sous condition du versement d'une IJ, eh bien, si l'IJ est à 0, eh bien, le contrat complémentaire sera à 0. Alors ça, c'est important. Ensuite, lorsque vous êtes en accident du travail, donc il n'y a pas de franchise au regard de la législation accident du travail pour permettre une indemnisation. Et je dois dire que l'accident du travail, la garantie est acquise dès l'embauche. Par contre, la période d'indemnisation, c'est 365 jours pour bénéficier d'indemnités journalières, puisqu'ensuite, en effet, c'est soit de l'incapacité permanente partielle ou de l'incapacité permanente totale. Et puis, vous avez cette notion d'inaptitude pour laquelle je vais revenir tout de suite après vous avoir parlé de l'invalidité. L'invalidité, c'est une notification selon votre condition physique. Et donc, ça peut être on classe les personnes en fonction de leurs conditions physiques à être en capacité réduite à travailler ou dans l'incapacité totale à travailler. Donc, ça génère une invalidité, première catégorie, deuxième catégorie ou troisième catégorie. Et donc, le versement de la prestation sécurité sociale sera en fonction de ces catégories. L'inaptitude, un mot sur l'inaptitude, ça génère une rente viagère, c'est-à-dire que là, contrairement à l'invalidité, la prestation ne s'arrête pas au moment de la liquidation des droits à la pension vieillesse, c'est-à-dire qu'en fait, elle est versée par la sécurité sociale jusqu'au décès de la personne, que cet décès intervient à 70 ans, 75 ans ou 90 ans.
Alors un mot heu, sur le versement des indemnités journalières. Je n'ai pas prévu de donner des calculs. En revanche, ici, pour un accident, vous voyez, très bien, les différences entre un accident de la vie privée ou un accident de la vie professionnelle. Vous voyez que les délais de franchise diffèrent. Vous voyez que l'assiette de calcul d'indemnisation n'est pas le même, hein, bien que la sécurité sociale aura toujours une vue plus favorable pour le salarié en fonction de savoir notamment lorsque le revenu de référence qui est pris dans le calcul euh, nécessite de prendre une prime ou pas une prime en fonction de la situation de la personne. Et donc, c'est important puisque c'est la règle ici, c'est les salaires des 3 derniers mois lorsque je suis dans un accident de la vie privée, comme en maladie, sauf que s'il y a une prime qui est versée le 4e mois et 5e mois, la sécurité sociale peut être amenée à prendre la situation la plus favorable et faire un calcul sur 12 mois. En vie professionnelle, c'est toujours le dernier mois et vous voyez que le pourcentage d'indemnisation n'est pas le même. Il y aura toujours une meilleure indemnisation par la sécurité sociale dès lors que le salarié aura subi un dommage de nature professionnelle. Les formules de calcul, je les passe. Il faut juste savoir que donc la sécurité sociale verse en accident vie privée donc une prestation pendant 1095 jours maximum, alors qu'en vie professionnelle, vous avez donc un versement d'une prestation qui n'est pas linéaire comme un accident de la vie privée, mais qui est progressive en fonction de la non pas de la gravité de l'accident, mais en fonction de la durée de votre arrêt de travail pour cause d'accident de la vie professionnelle. Et puis, bah, vous avez des plafonds puisque la sécurité sociale a une vocation d'être un assureur universel et donc c'est une prestation minimale et donc il y a des plafonds à cette prestation. Un mot sur l'inaptitude pour approfondir cette vue sécurité sociale. L'inaptitude, c'est une notion purement sécurité sociale. Vous ne la retrouvez pas dans les contrats d'assurance de prévoyance complémentaire, hein. En assurance collective, vous avez des notions d'incapacité permanente totale, vous avez des notions d'incapacité permanente partielle, mais vous n'avez pas cette notion d'inaptitude en tant que telle. Et vue sécurité sociale, c'est important. Déjà, l'inaptitude n'a pas aujourd'hui de définition légale. Il n'y a pas un texte qui définit l'inaptitude en tant que telle. Qu'est-ce que l'inaptitude? C'est de évaluer l'état de santé d'une personne en fonction de la tenue de son emploi. La personne est apte ou pas apte en fonction de sa situation de santé. Et si le travail est source de dégradation de cet état de santé, en fait, la personne, bien évidemment, peut être en arrêt de travail, donc va bénéficier d'indemnités journalières, mais peut aller chercher, en fait, une compensation financière. En effet, lorsque le travail dégrade l'état de santé du collaborateur, c'est qu'il a été exposé à un risque. Ici, j'ai mis par exemple qu'on pouvait perdre de l'auditif, donc j'ai barré l'oreille, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement de bruit, eh bien la personne peut en fait aller chercher une réparation financière au dommage corporel qu'il subit. Parce qu'en effet, s'il perd de la capacité auditive, ça ne va pas repousser, ça ne reviendra pas, hein. Ou je peux prendre un autre exemple. Si vous travaillez dans le bois et que vous perdez des doigts ou une main dans un accident du travail parce que vous sciez et que la machine ne vous donne pas toutes les sécurités, la main, elle ne va pas repousser ou les doigts ne vont pas repousser. Donc la personne, elle a le droit à une compensation financière. Cette compensation financière sera déterminée par le médecin du travail selon un taux d'inaptitude qui conduit à être en inaptitude partielle ou totale, mais après ça, c'est du droit du travail et donc en tant qu'employeur, après, il y a bien évidemment d'autres obligations. Là, je me cantonne au sujet sur le maintien de salaire. Eh bien, cette inaptitude génère de l'indemnité journalière sécurité sociale suite à l'accident de nature professionnelle et puis génère une possibilité de bénéficier d'une rente et d'une rente viagère
Et si c'est pas une rente, ça sera un capital, donc en fonction du taux d'inaptitude. Souvent, c'est un capital parce que le taux d'inaptitude se situe dans une échelle de 1 à 10 par rapport à 100, bien évidemment, puisque la base, c'est 100. Donc de 1 à 10, ça donnera un capital, ça sera versé en une seule fois et ça sera donc l'estimation de la réparation du dommage. L'inaptitude, donc, c'est toujours une évaluation par rapport à la tenue de l'emploi. Alors regardons pour clore cette deuxième partie les points clés. Les points clés au regard sécurité sociale. D'abord, tous les salariés du secteur privé sont couverts par la sécurité sociale et l'immatriculation sécurité sociale n'incombe pas à l'employeur, hein. L'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, elle est plafonnée, hein, et donc les tranches B ou les tranches 2 ne sont pas couverts en maintien de salaire par la sécurité sociale. Ils ne sont pas pris en compte. C'est la même chose en invalidité. La durée de versement de l'indemnité journalière sécurité sociale dépend bien évidemment de la nature de l'arrêt, mais surtout de savoir si la personne est dans ALD ou pas en ALD, puisque je vous ai fait donc cette différence entre les deux et que ça donne pas la même notion en termes de maintien du salaire au niveau sécurité sociale. La législation accident du travail, maladie professionnelle est complexe. Ça pourrait générer un webinaire en tant que tel, du reste, et elle est toujours plus favorable pour le salarié. Et donc, ça conduit à des indemnisations plus importantes, ce qui réduit, si vous avez un contrat de prévoyance complémentaire, forcément le montant complémentaire, parce que plus la sécurité sociale verse, plus le contrat complémentaire indemnise moins, puisque le salarié ne peut pas toucher plus que son net d'activité. Le paiement de l'IJSS est indépendamment de la nature de l'emploi. Bien évidemment, la sécurité sociale indemnise toutes les personnes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle d'appartenance, quelle que soit leur situation de famille et quel que soit leur état de santé et quel que soit leur emploi, hein. Donc, c'est un assureur à vocation universelle. Et donc, on regarde la nature de l'arrêt, mais on ne regarde pas la nature de l'emploi au sens sécurité sociale. Eh bien, pour clore cette deuxième partie, je laisse place aux questions. Une première question qui est arrivée permet de se demander si la sécurité sociale peut revoir son calcul d'indemnité journalière au cours du versement d'une prestation. La réponse est oui. La sécurité sociale, elle regardera toujours la situation la plus favorable à indemniser auprès du salarié. Et donc, s'il y a une variation de salaire, bien évidemment, elle en tiendra compte. S'il doit intégrer une notion de prime périphérique à la rémunération et qui fait partie intégrante de la rémunération, cela sera intégré. Ça nécessite donc de revoir donc l'indemnité journalière. Toute révision de l'indemnité journalière peut avoir une conséquence, bien évidemment, sur la prestation qui sera versée par l'assureur par ailleurs. On me pose une question, relative à comment on acquiert de l'ancienneté, comment le salarié acquiert de l'ancienneté, notamment lorsque il y a une succession de, contrats courts. Alors là, je vais vous ren enfin, j'ai pas la réponse, toute faite pour ça. La succession de contrats courts, en général, ne permet pas d'acquérir de l'ancienneté, mais après, tout dépend de la convention collective déjà, parce que la convention collective peut améliorer ce dispositif, ça c'est première chose. La deuxième chose, en fonction de secteur d'activité, eh bien, il y a des particularités, notamment chez les prestataires de services et dans l'animation commerciale notamment. Donc, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs d'activité. Du coup, la réponse ne peut pas être globalisée et la réponse n'est pas évidente. Mais d'une règle générale, indépendamment des secteurs d'activité, l'ancienneté acquise du salarié se fait en fonction des mois de présence. Voilà, contrat CDD, CDI. Et quand vous convertissez un CDD en CDI, en général, il y a reprise de cette ancienneté. Par contre, cette succession de petits contrats, là, nécessite qu'on devrait me préciser le secteur d'activité et s'il y a des dispositifs conventionnels plus précis.
Alors, pour un salarié indemnisé, est-ce que les IJ prévoyance s'arrêtent à la date de fin de contrat ou à la fin de la date de portabilité s'il en bénéficie? La réponse est à la fin de la portabilité. Le salaire de référence employeur peut-il être différent de celui de la garantie prévoyance? La question, elle est ambiguë. La question est ambiguë parce qu'en principe, le salaire de référence employeur ne peut pas être différent de la garantie prévoyance puisque en garantie prévoyance vue assureur, c'est l'ensemble de la rémunération calculée sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt. Donc, on ne pourrait pas avoir une différence de référence de salaire, mais là aussi, il faudrait préciser la question. À la fin du webinaire, je vais vous proposer un QR code où vous pourrez continuer à échanger et je pourrai donc reprendre ces questions-là, où vous pourrez demander un rendez-vous, on pourrait reprendre ces questions-là très, très spécifiques et propres probablement à une situation particulière. Alors, on me met un exemple de différence de salaire, salaire net fixe pour le complément employeur, puis salaire 12 derniers mois pour la prévoyance. Ah oui, ah, je comprends mieux la question. C'est 2 choses différentes. En effet, les contrats de prévoyance peuvent être exprimés de différentes manières, soit en brut, soit en net. Alors, on va le voir parce qu'en effet, la différence, c'est qu'en net, eh bien, vous avez la problématique des charges sociales qui peuvent être couvertes ou pas couvertes par le contrat de prévoyance en fonction des contrats souscrits. Donc on va le voir dans la troisième partie. En ALD, pas de carence de la Sécu. Qu'en est-il de la franchise de la prévoyance? Bien, tout dépend de la nature de la franchise de votre contrat de prévoyance. Il y a des franchises qui ne distinguent pas la nature de l'arrêt et donc des conditions de l'arrêt. Il y en a d'autres qui la distinguent. On va voir ça également dans la troisième partie. Donc, sans transition, je vous propose donc de passer à la troisième partie de notre webinaire, qui est donc la prévoyance complémentaire avec quelques spécificités liées à ces contrats, donc qui par définition sont complémentaires à la sécurité sociale. D'abord, je reviens donc un mot sur cette mensualisation. La mensualisation n'est pas de la prévoyance puisque c'est une obligation employeur et comme je vous l'ai dit, la loi Evin, quand il définit la prévoyance, il vous définit incapacité temporaire de travail, mais cela veut dire après les obligations employeurs. Alors ici, vous avez donc un schéma qui n'est pas un schéma tripartite, a été dessiné uniquement la part sécurité sociale, car la sécurité sociale verse une prestation indépendamment de l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise. Et vous avez en fait en orange ces deux périodes de maintien de salaire pour quelqu'un qui a un an d'ancienneté et selon donc le cadre légal réglementaire qui est la loi de mensualisation. D'accord. Donc en fait, tout ce qui est en rouge correspond à la perte de revenus. Le dispositif conventionnel peut améliorer tout ce qui sera en rouge. Donc, peut même venir faire une franchise au premier jour. Par exemple, dans la CCN 66, c'est le premier jour. Donc, prise en charge au premier jour de l'arrêt de travail. C'est la même chose en métallurgie. Donc, vous avez donc le bleu et le rouge qui est complètement couvert par la mensualisation qui serait de l'orange. Donc, ça, c'est le premier point. Vous avez ensuite en effet, donc un contrat de prévoyance, vous l'avez souscrit. Ce contrat de prévoyance donc a des particularités. Tout contrat de prévoyance, quel que soit l'assureur, a une promesse contractuelle. Cette promesse contractuelle comporte deux choses. Première chose, c'est de maintenir un niveau de revenu tranche A, tranche B. Donc, en général, c'est égalitaire. Quand on dit 80% du brut, c'est tranche A, tranche B. Certains contrats peuvent mieux couvrir la tranche A que la tranche B, ou d'autres contrats moins la tranche A et plus la tranche B, puisqu'on a vu que la sécurité sociale ne couvrait pas la tranche B. Mais souvent, c'est égalitaire. Et puis, il y a une franchise. La franchise, ici, vous avez différentes natures de franchises que je vous ai indiquées. Donc, ce sont les franchises de nature légale, donc 5 types de franchises. Et c'est bien toute la problématique quand je prends la première franchise, la franchise fixe continue. Eh bien, la franchise fixe continue ne distingue pas la nature de l'arrêt. Que vous soyez en arrêt maladie, en arrêt accident du travail, c'est pareil. Donc, si vous avez acheté une franchise fixe à 90 jours, il faut attendre 90 jours avant que l'assureur indemnise. Sauf que vous,
Si la personne est en accident du travail, c'est franchise 0 jours, bah, les 90 premiers jours sont à la charge de l'employeur. Ici, dans ce cas présent, tel que je viens de vous l'évoquer. Donc, les franchises fixes, elles ont cette particularité bah, qu'elles s'appliquent quelle que soit la nature de l'arrêt. Ce qui n'est pas le cas de la franchise avec rachat, qui est la deuxième caractéristique de franchise, hein. Ici, je vous ai indiqué, la franchise avec rachat, c'est une franchise qui distingue justement la nature de l'arrêt et donc va vous distinguer le fait que vous pouvez avoir des arrêts maladie ou des arrêts accidents, voire même des arrêts pour hospitalisation. Donc, ce type de contrat permet en fait de raccourcir la franchise, notamment pour l'accident du travail ou pour l'hospitalisation. Ce sont des contrats, bien évidemment, qui coûtent plus cher, hein. Et plus vous avez une franchise longue, plus en fait la tarification du contrat en tient compte. Et donc, comme la fréquence d'indemnisation vue par l'assureur sera faible, eh ben, ce sont des contrats qui coûtent pas très cher. En revanche, plus vous achetez une franchise courte, donc une franchise qui vous permet également de couvrir le maintien de salaire, une forme de rachat de votre maintien de salaire, ben, en fait, ce seront des contrats qui coûteront très cher. Donc, en franchise fixe, pour revenir à la question qui était posée en ALD, est-ce que le contrat de prévoyance et la franchise tient compte du fait que je sois en ALD ou pas? Bah, la réponse, c'est non. Le contrat de prévoyance ne regarde pas la nature de la nature de l'arrêt. La franchise, c'est une carence, c'est-à-dire période pendant laquelle, en fait, l'assureur n'indemnise pas. Donc, peu importe en fait de savoir si c'est un arrêt maladie ALD ou pas ALD. En revanche, le contrat d'assurance, lui, il va indemniser jusqu'à 1095 jours, potentiellement, hein, sous condition que la sécurité sociale, bien évidemment, indemnise. Ce qui veut dire que, je reviens à cette première situation, si la personne n'est pas en ALD et qu'elle épuise tout son stock de jours sur sa période de 3 ans, c'est là où elle peut se retrouver sans indemnité sécurité sociale. Et si elle est sans indemnité sécurité sociale, eh bien, elle sera sans contrat de prévoyance, puisque le contrat de prévoyance n'indemnisera pas. Je vous ai mis ici un exemple de, d'une écriture, en fait, d'un contrat de prévoyance. Ici, vous voyez, on est en pourcentage du salaire annuel tranche A, tranche B, brut, limité à 100% du net. Et là, vous voyez, franchise, maladie, accident, relais, maintien de salaire. Donc, ça veut dire qu'ici, le contrat n'interviendra que après le maintien de salaire de l'employeur en fonction de l'ancienneté acquise du salarié. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ici, on n'est pas tout à fait en prestation égalitaire puisque c'est 50% tranche A et 100% tranche B. Donc, en fait, ici, le contrat indemnise très, très bien la tranche B en termes de prestations. Et puis, bien évidemment, vous avez l'invalidité. Certains contrats prévoient la prise en compte des charges sociales patronales. En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter ce type d'option lorsque vous achetez un contrat de prévoyance qui est exprimé en prestation brute. En revanche, quand vous êtes en prestation nette, bah, c'est net. Et donc, en fait, bah, les charges sociales patronales sont à votre charge. Il existe donc la possibilité d'ajouter une option à votre contrat pour financer en fait une quote-part de vos charges sociales patronales pour les personnes en arrêt. Et donc, ce sont en général des compléments à la prestation qui sera versée. Cette option ne passe pas sur la fiche de paye puisque c'est une charge employeur et ça permet en fait de se faire rembourser une partie des charges. En général, c'est pour optimiser la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Ici, je vous ai mis un exemple d'une prestation, d'une couverture d'une option à hauteur de 30%, voilà, des charges sociales patronales, du montant donc de l'indemnité qui sera versée. Si je verse 100 en matière d'indemnité complémentaire et que je prévois 30%, eh ben c'est 30% de 100. Donc, ça voudrait dire qu'ici, sur 100, il y aurait en plus 30 euros qui seraient versés par l'assureur pour rembourser une partie des charges sociales patronales. Donc, au lieu d'être à 100, ça serait 130. Alors, pour finir cette partie, bah, vous voyez que il y a beaucoup d'éléments. Un, la mensualisation n'est pas un contrat de prévoyance en sens strict. Par contre,
c'est assurable, hein, en tant que tel, mais c'est une option qui est à la charge de l'employeur, comme l'option charge sociale patronale à prendre en compte est une option également et qui serait une charge exclusive. En général, ces 2 options-là, c'est pour faire de la gestion donc financière, puisque là, il faut regarder la prévoyance sous l'angle financier. Autre chose, que je dois vous dire sur en point clé, c'est que, le calcul de la prestation arrêt de travail, sécurité sociale, c'est un salaire brut journalier, mais au sens assureur, c'est aussi un salaire brut journalier. Donc on regarde en fait la valeur économique d'une personne, sur le plan journalier pour pouvoir en fait verser une prestation journalière, même si cette prestation ensuite, sera multipliée par le nombre de jours en termes de durée de l'arrêt de travail, moins forcément les franchises contractuelles. Autre élément que je dois vous dire, parce que ce sont des éléments contractuels souvent méconnus, c'est qu'il y a des délais déclaratifs de l'arrêt de travail à l'assureur et que ces délais déclaratifs sont relativement courts. En règle générale, c'est 30 jours, 60 jours ou 90 jours après l'épuisement de la franchise. Et que si vous ne déclarez pas l'arrêt de travail dans ce délai-là, eh bien, l'assureur est en droit de faire une retenue, c'est-à-dire d'appliquer une pénalité financière et donc de vous payer la prestation non pas à l'épuisement de la franchise, mais à partir de la date à laquelle vous déclarez l'arrêt de travail. En règle générale, eh bien, c'est un manque à gagner pour l'employeur lorsqu'il ne respecte pas son délai déclaratif. Tous les contrats de prévoyance, ou la plupart des contrats de prévoyance, prévoient un délai déclaratif. En règle générale, c'est écrit dans les conditions générales. Et si ce n'est pas écrit ou mal indiqué, n'hésitez pas à le demander. C'est des choses qui sont forcément des paramètres de gestion. Eh bien, j'en ai terminé pour cette troisième partie. Donc, vous voyez, première partie, on a fait un contexte général de l'indemnisation tripartite avec sécurité sociale, obligation employeur et assureur. On a approfondi dans une deuxième partie la sécurité sociale. Là, on a regardé donc quelques particularités du contrat de prévoyance. On me pose une question que je vais vous lire. Quel est le niveau de franchise le mieux adapté dans un contrat de prévoyance? La question est intéressante. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse évidente. Tout va dépendre de la stratégie sociale que vous souhaitez mettre en place dans l'entreprise. Et tout dépend de votre problématique financière. Est-ce que vous souhaitez lisser et atténuer l'effet de l'arrêt de travail sur le plan financier? Ou est-ce que vous souhaitez en fait être le plus juste possible en matière de contrat de prévoyance par rapport à vos obligations employeurs? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez une franchise fixe, une franchise en relais à vos obligations employeurs? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ou, et je ne l'avais pas abordé, une franchise discontinue. La franchise discontinue permet en fait de calculer sur 12 mois glissants la prise en charge après la durée de la franchise de tous les arrêts au premier jour. Hein, certaines conventions collectives prévoient la franchise discontinue. Certains contrats de prévoyance prévoient la franchise discontinue, ça se fait. Donc en fait, le conseil général là n'est pas bon. Il faudrait regarder la situation particulière dans laquelle vous êtes et en fonction de votre stratégie, bien évidemment, sociale, puisque en fonction de la nature de la franchise, ce ne sont pas tout à fait les mêmes coûts derrière pour le contrat de prévoyance. Alors, on me pose une question là intéressante, c'est quels sont les avantages pour un employeur de souscrire un contrat relais mensualisation? Eh bien, je dirais que c'est le contrat qui respecte le mieux la répartition employeur-salarié au financement du régime, parce que là, vous ne faites pas d'erreur déjà par rapport à la mensualisation, car la mensualisation ne peut pas être payée à la charge du salarié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fonction des conventions collectives, vous avez la possibilité de faire de l'optimisation fiscale sur prestations arrêt de travail. Je vais l'aborder dans ma quatrième partie, mais là, je vous fais du teasing parce que c'est absolument ça. C'est que l'employeur, il a intérêt à faire un relais
mensualisation pour différentes raisons, dont les 2 que je viens de vous indiquer et donc je vais, bien évidemment parler de l'optimisation fiscale, tout de suite dès que j'aurai abordé la 4e partie. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, comme je viens de faire du teasing, eh bien, passons à la dernière partie du webinaire, qui est cette fois-ci la fiscalité de la prestation arrêt de travail. Alors, qui dit fiscalité, en fait, m'oblige d'abord à redonner les limites fiscales et sociales en termes de cotisation. Hein. La contribution employeur est forcément exonérée en termes d'impôt sur les sociétés pour les sociétés imposables, dès lors que les limites fiscales sont respectées. Donc là, vous avez les formules qui se sont affichées, puis vous avez le régime social des contributions employeurs, pour lequel il y a également une formule qui permet les conditions d'exonération pour l'entreprise également et pour le salarié. Donc ici, vous avez les 2 formules. Je ne m'attarde pas sur ces formules-là. Il y a juste une petite particularité, c'est que la prévoyance, les limites fiscales et sociales sont valables en prévoyance, mais sont valables également en santé, voire sur des contrats de retraite supplémentaires. Et que les cotisations des contrats prévoyance augmentent moins vite que les cotisations des contrats santé, parce que ce sont 2 logiques différentes, et qu'en santé, les cotisations peuvent augmenter très vite. Et j'attire votre attention, si vous êtes sur une participation employeur à 100% sur vos régimes santé et prévoyance, eh bien, il faut faire attention aux limites fiscales et sociales dès lors que vos régimes santé coûtent très cher, puisque à un moment ou un autre, vous serez rattrapé par les limites, ce qui vous conduira forcément à revoir votre contribution employeur ou à revoir le contrat et en général en diminuant donc les garanties, la couverture pour que le contrat coûte moins cher. Vous avez donc maintenant l'optimisation fiscale. De quoi s'agit-il? En fait, sur les indemnités journalières versées par l'employeur, la part cofinancée par le salarié est exonérée de charges sociales. On va le voir en fait dans la fiscalité des prestations. Il n'y a pas de charges sociales sur les prestations versées par la sécurité sociale, mais non plus sur les prestations versées par l'assureur dès lors qu'elles sont financées par le salarié. Alors c'est tout à fait intéressant puisque certaines conventions collectives en fait prévoient ce type de dispositif. Mais il faut, pour l'appliquer, que ça soit un dispositif qui est prévu de manière conventionnelle. Car sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de prendre cette liberté de faire l'optimisation fiscale sur la prestation incapacité si ce n'est pas prévu dans votre texte conventionnel. L'optimisation fiscale, vous avez ici, donc j'ai tenté de faire 2 scénarios. J'ai pris un scénario 1 qui est le code du travail et puis le scénario 2 qui est une convention collective qui prévoit donc cette optimisation fiscale. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en fait, la cotisation de contribution du salarié dans le scénario 1, j'ai mis 40%, ça veut dire que l'employeur finance 60% de la prévoyance. Ici, le salarié en finance donc 40%. Dans le scénario 2, c'est le salarié qui finance 100% de sa garantie incapacité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en IG complémentaire, dans le scénario 1, 40% de la prestation sera exonérée de charges sociales au moment du versement, alors que dans le scénario 2, c'est 100% de la prestation qui est exonérée de charges sociales. Quel intérêt? Si le régime de prévoyance coûte 2,33% du salaire tranche A, tranche B et que votre taux incapacité dans ce 2,33 représente 0,88, eh bien, vous voyez que dans mon scénario 1, si 0,88 est financé à 40% par le salarié, la contribution du salarié est de 48% de 0,88. Alors que dans l'autre cas, scénario 2 est à 100%. Donc, vous avez le coût exact en pourcentage dans la cotisation, scénario 1, scénario 2. Si mon IJ complémentaire, on va dire, est de 17 €, je prends un cas de figure assez classique, parce que la sécurité sociale verse des IJ sécurité sociale à 35,61 €. Vous voyez que la charge sociale sur IJ complémentaire sur une base moyenne de 20,16, je vais assez vite, hein, mais veut dire que ici, la charge sociale dans le scénario 1 est de 4,06 €. Dans le scénario 2, 0. Et vous voyez que donc en IJ net, ça ne donne pas le même résultat. En scénario 1, je touche moins, moi salarié, que dans mon scénario 2.
En plus, il y a de la CSG-CRDS. Donc, vous voyez que l'IJ net après CSG-CRDS, eh bien, ça ne donne pas la même chose. Il y a quand même un écart. Donc, d'où l'importance de cette optimisation fiscale dès lors que le texte le prévoit, le texte conventionnel, bien évidemment. Regardons maintenant cette fiscalité sur prestation. Comme nous sommes en indemnité journalière, les IJ versés par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'y a pas de taux de charge, hein, donc il n'y a pas de charge sociale sur les IJSS. En revanche, sur les IJ complémentaires dans un régime de prévoyance, c'est seule la part cofinancée par l'employeur qui subit des charges sociales. Sous-entendu, tout ce qui va être financé par le salarié est exonéré de charges sociales. En revanche, la CSG-CRDS s'applique à toutes les prestations, hein, que ce soit versé par la sécurité sociale ou que ce soit versé par l'employeur, il y a toujours de la CSG-CRDS. Regardons à l'impôt sur le revenu maintenant, comment ça se passe. Toute indemnité journalière versée au titre de la maladie est imposable à l'impôt sur le revenu, sauf si ce sont des IJ versés en cas de maladie qui comportent donc un traitement prolongé, des soins particulièrement coûteux. En général, c'est le cas de certains protocoles en ALD. En maternité, tout est imposable. En paternité, tout est imposable également en termes donc d'IJ. Là, c'est une vue salariée en termes d'impôt sur le revenu. Si je suis sous la législation accident du travail, maladie professionnelle, eh bien, mes IJ, ils sont imposables, mais qu'à hauteur de 50%, c'est-à-dire qu'il y a un abattement de la moitié du montant. Alors, regardons en termes de fiscalité les points clés. Toutes prestations hors capital décès versées sont imposables à l'impôt sur le revenu, sauf exception. Hein. L'invalidité, elle est soumise aussi à l'impôt sur le revenu. Hein, je n'en ai pas parlé, mais l'invalidité subit un abattement professionnel, même si la personne ne travaille pas, de 10%, et puis donc soumis à l'impôt sur le revenu. La CSG s'applique, hein, que vous soyez en incapacité, en invalidité, elle s'applique à tout, à l'inaptitude également. La fiscalité est toujours plus avantageuse si la prestation est la conséquence d'un accident de travail. Vous avez vu, il y a un abattement. Et bien évidemment, le contrat de prévoyance s'inscrit dans l'article 39 du Code général des impôts. Cela veut dire que si vous mettez en place un contrat de prévoyance, il n'y a pas de dispense possible parce que c'est un contrat collectif et obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas, contrairement au contrat santé, permettre à des salariés de se dispenser de sa contribution prévoyance ou de dire il y a je finance un contrat de prévoyance pour tous les salariés, moins 3 salariés, parce qu'ils auraient une dispense santé. Ça, ce n'est pas possible au titre de l'article 39 du Code général des impôts. Eh bien, je laisse place, j'ai pris une petite minute de retard, je laisse place à 2 questions et puis je vais faire ensuite la conclusion. On me dit, doit-on faire le maintien de mois de l'arrêt de travail ou peut-on le faire une fois que l'entreprise a perçu le règlement de la prévoyance? Donc, sous-entendu, est-ce que l'employeur fait le maintien de salaire une fois que la prévoyance a versé la prestation? La réponse est non. Hein. L'obligation employeur, elle est immédiate. Après 7 jours de franchise, dès que votre salarié a 1 an d'ancienneté, vous avez l'obligation de maintenir le salaire. Alors, pour Apicil, alors là, c'est une situation particulière. L'ancienneté se calcule au jour de la première entrée dans l'entreprise ou au premier jour du dernier contrat dans l'entreprise dans le cas de succession de contrats non consécutifs. Donc on revient sur la situation particulière qui avait été donnée sur la deuxième partie. Tout dépend, là, encore une fois, tout dépend du secteur d'activité, mais sinon, on va calculer, en cas de succession de contrats non consécutifs, l'ancienneté va se faire au premier jour de l'entrée dans l'entreprise, au premier jour du dernier contrat dans l'entreprise. En fait, c'est le dernier contrat qui fera foi, parce que vous déclarerez l'arrêt de travail au titre d'un contrat de travail. Hein. S'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de déclaration possible. Donc l'ancienneté acquise est au titre du contrat en cours. Contrat de travail en cours. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. On a vu 4 parties. Une première partie générale, une deuxième partie liée à la sécurité sociale, une troisième partie liée à la prévoyance complémentaire, une quatrième partie liée à la fiscalité, cotisation, optimisation fiscale de l'incapacité de travail et prestations.
Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Pour aller plus loin, je vous affiche ici un QR code. Cela vous permet de le flasher et de, si vous en souhaitez en savoir plus sur la thématique abordée, de pouvoir donc déposer votre demande. Nos équipes commerciales aura plaisir à vous recontacter pour vous accompagner et vous répondre à toutes vos interrogations et surtout répondre aux spécificités parce que, comme je l'ai évoqué, chaque secteur d'activité peut avoir des spécificités. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi le webinaire et bien évidemment, nos équipes commerciales se tiennent à votre entière disposition pour vous accompagner, compléter nos échanges de ce matin, poursuivre bien évidemment en complément les éléments qui ont été donnés et compléter, bien le cas échéant, tous mes propos. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous remercie pour votre participation.